Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Europen, celui-ci consacré à un débat qui a été relancé par le numéro 1 mondial Novak Djokovic pendant les Masters cette année, qui s'est dit favorable à la suppression des matchs en 3-7 gagnants. Vaste débat bien sûr, et donc pour m'accompagner, deux journalistes ici à l'équipe, Bertrand Lagacherie et Franck Ramella. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Bonjour. Et puis Arnaud Simon, expert sur le sujet puisque ancien directeur général d'Eurosport et senior vice-président sport de Discovery Europe. Aujourd'hui, il est président de In and Out Stories qui accompagne les ligues, les fédérations sur le plan national et international. Et il développe aussi des nouveaux formats de compétition sportive et notamment l'Ultimate Tennis Showdown de Patrick Mouratoglou dans son académie. Bonjour Arnaud Simon. Bonjour à tout le monde. Ravi d'être avec vous. Grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça va être très intéressant d'avoir le point de vue d'un diffuseur. Donc l'histoire versus le modernisme, est-ce que c'est aussi simple que ça ? C'est parti pour Europen. Un peu de silence, les joueurs sont prêts. Et donc pour commencer, nous allons revenir sur cette déclaration de Novak Djokovic de façon précise. Voici ces mots. Je ne vois pas pourquoi on devrait jouer au meilleur des 5-7, même s'il y a des raisons historiques. Bon, déjà, dans la tournure de sa phrase, on sent un petit peu l'ambiguïté et parfois on sent que son raisonnement peut être compliqué. Il avance les arguments donc suivants. Dans la longueur de la saison, nous avons quasiment un tournoi toutes les semaines de janvier à novembre. Nous sommes le seul sport, donc les matchs en 3-7 gagnants, bien sûr, rajoutent de la difficulté. Il faut qu'on s'adapte à la nouvelle génération. Il a avancé donc une stat, donc il dit qu'il l'a choqué sur l'âge moyen d'un fan de tennis qui est de 61 ans. Donc nous devons changer quelque chose. Je reviendrai sur cette stat. Et il a avancé aussi qu'à chaque fois qu'on évoque le sujet, on voit bien qu'il n'y a pas cette volonté pour penser à une stratégie pour attirer de nouveaux fans. On va commencer avec Bertrand Lagacherie. Est-ce que tu comprends cette prise de position du Serbe ? Difficilement. Je peux la comprendre dans un sens, mais j'ai quand même du mal parce qu'il parle d'une longue saison, d'un aspect physique et justement sur les tournois du Grand Chelem qui sont les seuls qui se jouent au meilleur des 5-7, on a un jour de repos. C'est pas les mêmes conditions que sur le reste de la saison. Alors, il y a beaucoup d'opposants à Djokovic là-dessus qui en appellent à la tradition, à l'histoire du tennis, justement un petit peu le choc entre les traditionnels et les modernes. Mm-hmm. Mais c'est justement Alexander Zverev, qui explique aussi qu'en dehors de l'histoire, on a aussi ce fameux jour de repos et que ce ne sont pas tous les tournois de l'année. Pour pas intervenir pour la fatigue, parce que à la limite, il dit que la saison est longue. Alors effectivement, la saison est hyper longue, mais peut-être il faudrait réfléchir à comment gérer cette saison de 11 mois. Il suffirait de la retoquer, donc on aurait peut-être une saison moins longue. Et sur la fatigue, on constate que les joueurs, ils jouent de plus en plus vieux, donc ils sont peut-être pas si fatigués que ça, puisqu'ils jouent de plus en plus, jusqu'à 35, 34 ans, ils font des matchs en 5-7, et ça les gêne pas beaucoup. Il y avait un chiffre intéressant que j'ai vu dans une lecture, c'était, bon, pourquoi pas, mais c'est Zverev en 2018, sur les 77 matchs qu'il avait fait, il n'y en avait que 9 qui avaient dépassé 3-7. Donc, on peut quand même jouer en 5-7 sur une saison sans que ça impacte, si on réfléchit bien à l'ordonnancement de tout ça, peut-être plus facilement. Alors, si on sort un peu de la personne de Novak Djokovic, on va ouvrir le débat avec Arnaud Simon. Arnaud, déjà, quel problème pose aux diffuseurs ces matchs en 5-7 ? Déjà, je voudrais commencer à dire que j'ai grandi avec l'amour du tennis et que je suis le premier à avoir vécu des moments d'une intensité incroyable sur des matchs de 5-7 de légende, les Federer, Nadal, Wimbledon, etc. C'est important de le dire parce que c'est pas parce qu'on a vécu ces moments-là forts qu'il faut pas se reposer les bonnes questions. Aujourd'hui, d'une manière générale, le tennis, et c'est d'ailleurs vrai de beaucoup de sports dits traditionnels, je sais que ça fait pas plaisir de dire ça, mais ces sports-là sont un peu en décrochage, avec notamment les plus jeunes générations. Et le tennis est peut-être celui qui a un rapport, on va dire, notoriété, puissance mondiale et décrochage le plus fort.
l'âge moyen de 61 ans est une réalité. Donc, pour la faire courte, on a ceux qui ont grandi dans les années 70, 80, âge d'or du tennis, alors peut-être pas sur le plan sportif, mais sur le plan de son impact, des personnalités, et qui aujourd'hui vieillissent avec ce sport. Il faudrait rajouter à cette stat que l'âge moyen était de 51 ans il y a 10 ans, et que si rien n'est fait, il sera probablement de 71 ans dans 10 ans. Donc du point de vue, j'entends tout à fait ce que disent Franck et Bertrand du point de vue des sportifs et des joueurs. Après, la question, c'est par rapport à celui qui regarde. Aujourd'hui, très clairement, le tennis est trop long. Il est extrêmement compliqué à programmer parce qu'on ne sait pas quand ça commence, pour peu qu'il y ait un match avant, et on ne sait évidemment pas quand ça finit. Bien sûr. Donc je sais bien que ça fait partie de l'ADN de ce sport, mais c'est quand même un obstacle aujourd'hui dans les nouveaux modes de consommation. Ouais. Et surtout, il cumule 3 handicaps qui, je pense, sont très problématiques dans sa narration. Aujourd'hui, moi, ce que je constate, et là, je vous parle d'une expérience, et encore une fois, il n'y a pas de dogmatisme derrière ça, c'est très lié à ce que je vis au quotidien. Le sport aujourd'hui a besoin d'être plus intense, plus immersif et plus imprévisible. Parce que c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, on n'écrit pas une fiction ou un film comme on l'écrivait il y a 20-30 ans. On peut trouver ça dommage, mais le séquençage, le rythme n'est pas le même. Et le tennis, à de très rares exceptions près, ou des évolutions significatives comme le tie-break, n'a pas suffisamment évolué. Or, le tennis est trop long, il a trop de temps faible, il est trop prévisible, et il n'est pas assez immersif dans son expérience écran, on y reviendra. Donc ce sont des sujets qu'on ne peut pas se cacher derrière son petit doigt aujourd'hui, avec ces enjeux-là. Alors, je veux revenir, on va prendre les choses dans l'ordre, je veux revenir sur cet âge moyen de 61 ans. Ça, je crois savoir, pour en avoir discuté avec Noah Rubin, qui est un joueur qui essaie de faire bouger les lignes en ce moment. Ce chiffre lui a été communiqué donc par un des dirigeants de Tennis Channel sur l'âge moyen de ceux qui regardent Tennis Channel, je crois. Et parce que moi j'ai trouvé un autre chiffre diffusé par IMG Arena, donc qui aussi diffuse du tennis sur plusieurs plateformes, et eux ils avancent ce chiffre-là. Ils ont conduit une recherche sur l'année 2018. Ils ont sorti les résultats en 2019. Ils disent que 76% des fans de tennis ont entre 16 et 44 ans. Donc déjà tu vois l'âge vieillissant de ceux qui regardent le tennis à la télé. En plus, Tennis Channel, qui est une chaîne américaine, donc pour connaître un petit peu les États-Unis sur le tennis, je sais que ça peut être des gens un petit peu vieillissants. On peut parler des retraités en Floride, de tout ça. Mais en plus, j'ai l'impression que est-ce que c'est pas aussi un argument qui est avancé pour les diffuseurs? En fait, le problème qui se pose derrière, et c'est une vraie question, est-ce que c'est aux diffuseurs de faire une espèce de lobby pour changer le sport, ou est-ce que c'est aux diffuseurs de s'adapter au sport et de le diffuser de façon différente et de s'adapter au sport? Je veux juste lancer Franck là-dessus. Oui, parce qu'il y a quand même un paradoxe. Ok, les matchs sont très longs, mais tout ce que tu as dit, Arnaud, mais les grands chelems marchent du tonnerre en termes de droits télé, d'audience, de bénéfices, de billetterie. Donc il y a un paradoxe absolu que de dire que c'est trop long, que ça marche pas, puisque ça marche du tonnerre. Les seuls matchs en 5-7, ça marche du tonnerre. Et si on s'emmerde parfois, effectivement, les premiers tours languissants, on y reviendra peut-être. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus, mais de quoi on se souvient en fait? Dans le storytelling, le fameux storytelling dont tout le monde parle en tennis, ce ne sont que ces matchs en 5-7 à 80% peut-être. Et donc, si on veut des champions, il faut des matchs hors normes. Et cette unicité, il n'y a qu'en tennis qu'il y a ça, et c'est peut-être la grande force du tennis, en tout cas à mon avis. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Arnaud ? Déjà, juste par rapport à ta question, effectivement, tu pointes du doigt quelque chose de très important. Et qui est, je pense, un des problèmes que vit aujourd'hui la gouvernance du sport mondial, de tout ce qui est des organisations internationales, ou même des ligues ou fédérations européennes ou françaises. C'est qu'il y a trop de distance et on segmente trop l'organisateur du sport et le diffuseur. Okay. Aux États-Unis, qui n'est pas le modèle absolu, surtout loin de moi l'idée de penser ça, mais il y a toujours eu une itération et un travail beaucoup plus de partenariat pour faire évoluer la façon de faire vivre le sport, la façon même sur certains formats, les règles, alors qu'en
En Europe, c'est un peu tabou. C'est-à-dire que celui qui gère le sport dit « Attends, le sport, c'est moi. Toi, tu le diffuses, tu le fais grandir, tu me donnes des droits, tu me payes la prod, je gagne de la visibilité. Grâce à ça, j'ai des sponsors et rendez-vous dans 5 ans. » Okay. Bon, on sait que ce modèle-là est en train de changer complètement. Et ça, je pense que le sport traditionnel est en train est vraiment en train de le payer. Après, sur l'effet Grand Chelem, c'est Franck qui parle. Oui, il a raison sur le fait que les Grands Chelems marchent toujours bien, mais c'est un autre phénomène, ça. C'est-à-dire que c'est les grandes marques références dans le sport qui continuent à progresser, mais c'est la vie quotidienne qui baisse. C'est ça le problème. C'est qu'on a toujours du temps pour regarder les grands moments, mais on en a de moins en moins pour regarder la vie ordinaire. Et c'est là que le sport doit se poser la bonne question. C'est comment faire en sorte que ma vie ordinaire soit plus attractive et plus sexy. Je suis bien d'accord que la durée et surtout l'incertitude de la durée d'un match de tennis, ça peut être un problème. Mais en ce qui concerne le désintérêt, le décrochage du tennis, j'ai envie d'aller vers la direction aussi qu'annonçait Patrick Mouratoglou quand il a lancé l'UTS. À savoir que aujourd'hui, le circuit manquait peut-être de personnalité. Plus que la durée d'un match, j'ai l'impression aussi que c'est ce côté aseptisé de tous les champions. C'est-à-dire que dès qu'on dit un mot de travers, allez paf, une amende. Dès qu'on n'obéit pas au code, ça marche pas. Je vais jouer les anciens combattants, mais c'est vrai que les duels McEnroe, Connors, quand ça sentait la poudre, quand il se passait quelque chose vraiment autour d'un match, que ça dure 3 heures, 5 heures ou 6 heures, on était accroché au truc, on y suivait. J'ai un peu l'impression que c'est surtout ça qui manque. Et c'est ce manque de personnalité, d'aspérité qui fait aussi que le tennis peut décrocher plus que la durée d'un match là-dessus. Peut-être que Djokovic a bien ciblé le fait qu'il fallait changer quelque chose, mais il s'est peut-être trompé de cible. J'ai quelque chose à dire là-dessus. La seule différence... Aujourd'hui, pour moi, les personnages, tu les as. La seule différence, c'est qu'ils ne gagnent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas gagner, parce que le niveau de professionnalisme et d'exigence et de performance que ça demande, un Nick Kyrgios, avec ses états d'âme et avec ce qu'il fait sur le terrain, il ne peut pas gagner. Un Benoît Paire, avec ce qu'il fait sur le terrain et avec ses éclats du... Alors ça va faire des vues sur YouTube, c'est fantastique. Mais je veux dire, les personnages à aspérité, on les a. Par exemple, Richard Gasquet, il joue l'UTS. On a beau lui enlever les amendes et tout ça, c'est pas parce qu'on va lui enlever les amendes qu'il va jeter la raquette. Et c'est pas parce qu'on met des amendes à Benoît Paire qu'il fait pas des folies sur le terrain, ni Nick Kyrgios, pardon. Donc, en fait, ce débat sur les personnalités, ok, il y avait John McEnroe, mais la différence, ok, il faudrait que Nick Kyrgios gagne 8 grands chelems. Oui. Voilà, c'est ça la différence. Sauf qu'aujourd'hui, le tennis de haut niveau ne laisse pas la place à ces fautes d'humeur. Mais je pense que les personnages, on les a. Et surtout qu'en plus, j'ai trouvé que et j'ai bien vu cet effort de la part de Patrick Mouratoglou vraiment de faire des joueurs des personnages, de leur donner un surnom, de leur donner des caractéristiques, de les scénariser. Celui qui regarde le tennis, il n'est pas bête. Il a senti que c'était un peu fake quand même, le dieu grec pour Tsitsipas, le French gentleman pour Nicolas Mahut. Non, Arnaud, je sais que bien sûr on a besoin de personnages, mais les personnages on les a, c'est juste qu'ils ne sont pas assez performants, non ? Cette question des personnalités est fondamentale, mais en fait tout est imbriqué. Pourquoi on regarde du sport ? On va revenir aux fondamentaux. On regarde du sport parce qu'on recherche des émotions, parce qu'on veut vivre des émotions. Le problème du tennis aujourd'hui, tel qu'il est bâti et construit et légiféré, j'ai presque envie de dire, c'est qu'on a de l'émotion uniquement quand on a une sorte de paroxysme sportif. Ce qui est très bien. Quand on a effectivement de ces grands matchs en 5-7. Donc là, à ce moment-là, on va retrouver l'émotion. Mais tout le reste du temps, ce que j'appelle la vie ordinaire, le système est tel que, en fait, s'il n'y a pas un grand match, tout de suite, on s'emmerde. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est de savoir comment je peux continuer à éprouver du plaisir à regarder du tennis sans avoir un Nadal ou un Federer, avec effectivement la possibilité que les personnalités s'expriment plus, avec, et moi ce que je trouve intéressant dans l'UTS, cette possibilité d'interagir avec le joueur au changement de côté, d'entendre ce qu'ils peuvent se dire avec le coach, d'avoir des accès caméra un peu plus immersifs. Ouais. La Lever Cup à ce niveau-là est assez intéressante. C'est-à-dire qu'il faut
il faut accepter l'idée que tous les matchs ne sont pas des Nadal Federer. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire en sorte, qu'est-ce qu'on peut assouplir, qu'est-ce qu'on peut imaginer pour que ces moments-là restent intéressants pour celui qui regarde. Et je suis d'accord avec toi sur les moyens de diffusion et sur les façons de diffuser, parce que si on regarde par exemple Roland-Garros, on a quand même l'impression que ça fait 20-25 ans qu'on diffuse Roland-Garros de la même manière, quoi. La même façon de commenter, quasiment la même réal. Donc ça, effectivement, je trouve que c'est problématique et qu'on n'a pas assez évolué, parce que le tennis en France, quoi qu'on en dise, c'est Roland-Garros et c'est le seul moment où on peut attirer des nouveaux spectateurs et des nouveaux pratiquants. Mais je crois qu'il y a Franck qui voulait réagir. Je redis que le point fort du tennis dans ce monde du zapping, finalement, c'est sa rareté, justement. C'est ça. Alors, on dit, on capte l'attention, c'est trop long. Alors, je vais prendre un exemple, peut-être à l'inverse de ma théorie, disons. Il y avait à Wimbledon en 2018 les demi-finales Anderson-Isner. Bon, il y a eu une correction parce que ça avait duré bien trop longtemps. Puis après, Djokovic-Nadal. Donc une journée absolument phénoménale, en fait. Et on s'en souvient. Alors effectivement, on s'est emmerdé un peu pendant Anderson-Isner, mais bon, ça n'empêche qu'on peut partir, on peut revenir. Justement, ça peut même aller avec la génération du zapping. Et en même temps, il y avait les demi-finales femmes, ça a duré 36 jeux, j'ai compté. Kerber, Osaka, Serena Williams, Gorgios. Donc, oublié, fini, on n'a aucun souvenir. Alors que cette journée phénoménale de tennis, eh bien, on l'a. Donc, mais en fait, on est à peu près tous d'accord. Je pense qu'il faut maintenir les 5-7 sur certains événements qui font la rareté, puisque c'est l'histoire du jeu. Et si on va contre l'histoire du jeu, on a vu qu'avec la Coupe Davis, eh ben, on aboutit à un désastre qui peut aboutir à la fin d'un sport, quoi. Enfin, gêner beaucoup plus le sport que ça ne veut l'améliorer. Et peut-être changer quelques petites choses par ailleurs. Arnaud, toi qui as co-créé et qui a contribué à créer l'Ultimate Tennis Showdown, où il y a eu des nouvelles façons de diffuser, des nouvelles façons de montrer le tennis, quels enseignements tu en as tiré, toi, de cette expérience ? Le premier, c'est parce que je m'occupe aussi de la distribution de ce format, donc je suis confronté tous les jours aux discussions avec les médias américains, asiatiques, australiens, sud-américains. Ils ont tous un problème avec le tennis. Ils l'aiment, certains le diffusent, d'autres le diffusent plus, mais c'est très compliqué à intégrer dans une grille, et en particulier, et pas seulement d'ailleurs sur le modèle dit linéaire, c'est-à-dire qu'une chaîne classique, mais aussi sur le digital. Donc leur premier ouf de soulagement, ça a été de se dire, c'est un format qui me permet de savoir quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit. Okay. Après, on peut revenir sur ce que ça peut créer. Mais imaginez ce que ça change. Imaginez ce que ça change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de chaînes, et moi je l'ai vécu côté broadcaster, ne vont pas programmer un match de tennis parce qu'ils se disent, si je programme ce match de tennis, et là je parle même de chaînes sportives, ça peut me planter éventuellement mon coup d'envoi de football dans 2 heures. Vous savez aussi que la façon dont sont vendus les droits parfois, c'est que vous pouvez, notamment certains tournois, vous pouvez avoir les hommes et pas les femmes, vous pouvez être intéressé par tel match de telle nationalité. Le fait de savoir quand ça commence et quand ça finit, je suis conscient de la révolution que ça veut dire, mais ça vous permet de vendre et de promettre à vos abonnés ou à vos téléspectateurs qu'à 20h pile, ils vont retrouver Richard Gasquet. Bien sûr. Ou alors quand c'est en pleine nuit, vous vous levez à 1h du mat pour regarder un match à l'US Open parce que vous voulez voir jouer le Français, mais manque de chance, c'est pas 1h du matin, c'est 3h du mat, donc vous laissez tomber. Et je pense que ça, c'est le premier élément qui, je le reconnais, est très disruptif, mais côté broadcaster, cette notion du temps qu'on maîtrise est super important dans la façon dont ils vont exploiter le droit et dans l'information qu'ils vont donner aussi aux téléspectateurs. Mais alors, est-ce que la Coupe Davis, la nouvelle, bon, alors on ne peut pas se fier sur une expérience quasi calamiteuse. Est-ce que ça a généré une attention folle ? Est-ce que les soi-disant réseaux sociaux sont enflammés alors qu'avant, sur l'ancienne Coupe Davis, il n'y avait pas de réseaux sociaux ? C'est vraiment pas si simple, hein. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a complètement flingué une compétition mythique au nom de justement ce que tu dis. Super, on va avoir des 2-7, sauf que ça se terminait ça se terminait pas à 2h du matin, mais à 5h du matin pour le coup. Là, si je peux me permettre, je suis tout à fait d'accord avec toi. Le problème, c'est pas de faire des évolutions qui tuent complètement l'ADN du sport ou de la compétition dont on parle. Le problème de la Coupe Davis, c'est qu'on a, je pense, fait énormément de mal à ce qui faisait sa force. C'est un peu comme si on disait, tout d'un coup, un marathon, maintenant, on va
on va le faire sur 10 km. C'est pas le sujet. C'est justement ce que Djokovic voudrait faire. Mais oui, mais c'est pas le sujet. Après, la Coupe Davis, je pense que c'est un autre débat, mais adresser le fait déjà qu'il y a un problème, c'est intéressant. Et que le monde du tennis, on voit bien la dernière interview de Gaudenzi, le nouveau patron de l'ATP, qui se pose un certain nombre de questions sur les modes de distribution, sur la facilité d'avoir accès au match, d'avoir le côté one-stop shopping. Aujourd'hui, on ne sait plus où on peut regarder tout ça, d'avoir une campagne aussi un tout petit peu plus, j'allais dire rock'n'roll, c'est beaucoup dire, mais un tout petit peu plus engageante. Donc le débat se lance. Après, je suis d'accord avec vous que c'est pas tant sur les grands chelems qu'il faut avoir le débat. Je reviens là-dessus, c'est comment rendre la vie quotidienne du tennis plus attractive et faire qu'un match moyen, par toute la façon dont on le raconte et ce qui se passe sur le court, même si sportivement c'est pas dingue, ça reste un spectacle intéressant. La question des 5-7, elle se pose que sur les grands chelems justement, puisque la vie ordinaire du circuit, ce sont des tournois en 2-7, donc on change un petit peu de sujet là encore une fois. Là, c'est sur le tennis en général. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré, qu'est-ce qui pourrait être proposé comme changement pour, je sais pas, rendre le jeu plus rapide, pour modifier cette vie quotidienne. Mais alors du coup, on n'est plus du tout dans les grands chelems qui sont déjà de toute façon quelque chose d'exceptionnel dans le sens où ils n'obligent pas aux mêmes règles. Peut-être qu'ils doivent le rester, mais après, je conçois tout à fait que effectivement le gros problème du tennis pour un diffuseur, c'est qu'on ne sait pas quand ça va se terminer. Et donc on ne peut pas construire une grille dessus. Après, c'est aussi un problème récent. Je vais peut-être jouer les dinosaures, mais quand j'ai commencé à regarder du tennis à la télé, il n'y avait que 3 chaînes. Et quand il y avait une chaîne qui se mettait à retransmettre Roland Garros, c'était du premier match jusqu'au dernier, et on se posait pas de questions, quoi. On balançait, quoi. Alors maintenant, c'est vrai, il y a différents réseaux, il y a plein de choses. Le monde a changé, c'est clair, et donc il y a de nouvelles problématiques qui se posent au tennis. Mais le tennis n'y est un petit peu pour rien finalement. Justement, on va essayer de recentrer le débat. On a un petit peu digressé sur les formats différents, sur les nouveaux modes de diffusion et sur les problématiques que ça peut poser sur cette absence d'horaire fixe, à la fois pour commencer, à la fois pour finir. Mais si on revient, et je reviens vers toi Bertrand, si on revient sur Novak Djokovic et les matchs en 5-7, lui qui se dit pour la suppression, qu'est-ce que ça aurait pu vouloir dire, par exemple, dans sa carrière? Quels sont les matchs qui ont marqué? Quels ont été ces matchs qui ont un peu écrit sa légende? Il en a fait quelques-uns. Déjà, si on regarde l'Open d'Australie, il bat Nadal au bout d'une finale monstrueuse en 2012. En début d'année, il a quand même besoin de 5-7 pour battre Thiem, toujours à l'Open d'Australie. Wimbledon 2019, on va quand même pas oublier ce match. Où il sauve 2 balles de match contre Roger Federer. Finale, en 5-7. Donc, dans le Big Three, je crois que c'est le joueur qui a le meilleur résultat sur les 5-7. D'accord, ok. Alors c'est pour ça que c'est marrant que lui-même ait pris ce combat. Alors est-ce qu'il le fait parce que c'est le syndicaliste qui veut plaire à sa base? Parce qu'effectivement, le Grand Chelem en 2-7, c'est un format beaucoup plus égalitaire. Tout le monde peut espérer gagner, et à la limite même Benoît Paire. Donc ça devient beaucoup plus... Non, mais est-ce que c'est pour ça qu'il l'a fait? Est-ce que c'est... Alors ça serait beaucoup plus pervers, parce que lui, il a tout intérêt à ce que ça se maintienne en 5-7, puisqu'il les gagne quasiment tous, sauf contre parfois Nadal et Federer, mais de moins en moins. Donc il n'a pas intérêt justement à cette réduction, sauf s'il pense à plus tard pour le maintien des records, parce que plus tard, ça sera, si c'est en 2-7, tout le monde pourra gagner, il n'y aura jamais quelqu'un qui va en gagner autant avec un format plus égalitaire. Donc est-ce qu'il pense à ça? Quel est son but? Parce que, est-ce que c'est... D'accord, je vois ce que tu veux dire. Et peut-être qu'il va vieillir, il serait très content à 38 ans, 39 ans, 40 ans de jouer en 2-7 plutôt qu'en 5-7. Alors je ne sais pas, parce que c'était bizarre, c'est sorti il sortait d'un match du Master, il était 22h quand il a dit ça, donc il n'y avait aucune logique politique. Il a balancé ça, ça peut être une bombe si on réfléchit bien. Que Djokovic dit ça et le maintient. Le numéro 1 mondial qui dit ça pendant les Masters. Pendant les Masters. Donc. Mais c'était dit comme ça, sur quelqu'un qui posait toujours les mêmes questions à tous les joueurs pendant ce Master pour faire un sujet. Donc c'était assez particulier. Et moi j'ai une petite question là-dessus sur ces matchs en 5-7. Et là je vais aller voir Arnaud. Moi je pense personnellement qu'il n'y a pas mieux et qu'il n'y aura peut-être jamais mieux. Et je prends un exemple, par exemple,
qu'un Hugo Gaston en prime time qui fait 5-7 contre Dominic Thiem un dimanche soir sur France Télé, j'ai l'impression que c'est la meilleure façon d'aller chercher des nouveaux spectateurs et des nouveaux pratiquants. T'en penses quoi, Arnaud ? J'en pense que c'est un peu de dire qu'un film de 3 heures comme le Titanic justifierait qu'il faut que tous les films durent 3 heures. Okay. Non, je suis un peu provoque, mais t'as raison. Sur les performances du Grand Chelem, il y a quand même des choses qui ont très fortement évolué structurellement. Moi, ça, je l'ai vécu côté broadcaster. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une première semaine de Grand Chelem est beaucoup plus faible qu'avant. Ce qui marche très fort, en fait, c'est soit effectivement le héros local qui fait son match en 5-7, qui se termine tard et qui déprogramme tout, et donc ça crée une sorte de mini-événement, comme tu as cité le cas de Gaston, ou les grands duels que tout le monde attend, les Federer, les Nadal, ou Murray il n'y a pas si longtemps que ça, et ces temps-là, ces temps forts sont encore plus forts. Ça, je suis d'accord. Et ces grands matchs de fin de Grand Chelem sont encore plus forts. Mais c'est un peu... Alors, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est un peu les arbres qui cachent la forêt. Parce que la réalité, c'est que les 10 premiers jours de Grand Chelem, et ça c'est vrai pour les 4 Grands Chelem, ont des performances d'audience beaucoup plus faibles qu'avant. Alors, donc il y a quand même là-dessus des sujets à aborder. Pourquoi pas, alors dans ce cas-là, puisqu'on parle entre amis, pourquoi pas les premiers tours, imaginer des Grands Chelems en 2-7 gagnants, pourquoi pas les 3 premiers tours par exemple Sinon, mais s'il faut changer, moi je pense qu'il ne faut rien changer dans les Grands Chelems, je l'ai dit et redit. Et d'ailleurs, Gaston, on ne parle que de ça même. Alors Gaston, c'est vrai, même pour le tennis français, même pour les autres Français, ils ne doivent même pas comprendre pourquoi Gaston, 250e mondial, est sans doute le héros français de l'année. Effectivement, c'est un sujet. Beaucoup plus, on en parle beaucoup plus que Humbert, d'une certaine manière, qui est l'espoir actuel. C'est pas Gaston. Exactement. Mais Gaston. Donc ça montre la force absolue, incontestable. Surtout qu'on s'est un petit peu habitué à ce format-là. Moi, je parle pour Roland Garros, c'est que en gros, en première semaine, on vibre avec nos Français. Et quand il y en a un qui passe en deuxième semaine, on est ravis, et voilà. Et puis après, effectivement, on attend ces duels entre les gros calibres. Mais Arnaud, tu commençais à aborder le sujet. Quelles seraient pour toi les solutions pour pallier ce décalage et cette faiblesse des premières semaines ou du premier jour en Grand Chelem? Je pense que alors il y a cette discussion sur 2-7 gagnants, pourquoi pas, mais je pense que et là je rejoins la discussion qu'on a menée depuis le départ. Il n'y a pas une seule solution. Et réduire 2-7 gagnants ou 3-7 gagnants, je pense que ça ne changera pas fondamentalement la donne si on ne réfléchit pas à une expérience de ce qu'on vit quand on regarde un match qui soit plus innovante. Aujourd'hui, on reste quand même fondamentalement sur, tu le disais Antoine, sur un mode de captation de l'événement, de commentaires, on n'a pas droit aux mêmes choses qu'avant, on a droit aux mêmes choses qu'avant, rien n'a changé. Ouais, t'as raison. Et dans les 3 dernières décennies. Et ça, il faut y réfléchir. Moi, je pense que l'immersivité avec le joueur, plus d'accès de caméras vestiaires, la possibilité aussi de participer d'une certaine façon au jeu, d'avoir une communauté qui est plus engagée. Je pense que tous ces sujets-là, il faut les aborder. Je sais que c'est un mot qui est pas très joli, mais c'est le produit tennis dans ce qui procure comme émotion qui doit être travaillé dans toutes ses dimensions. Et la durée des matchs en est peut-être une, c'est pas la seule. Alors certains disent, vous êtes plus expert que moi là-dessus, que ça pourrait permettre aussi à des joueurs très explosifs et spectaculaires d'aller plus loin en Grand Chelem, alors que là le physique en fait fait le tri. Et que in fine, je prends l'exemple d'un Gaël Monfils. Est-ce qu'un Gaël Monfils, là je vous pose la question, est-ce qu'un Gaël Monfils aurait pu gagner Roland Garros si Roland Garros était en 2-7 gagnants? Je sais pas, il y a peut-être ces questions-là, mais en fait, il faut pas adresser un seul sujet. Il faut vraiment travailler l'ensemble de l'expérience. Oui, alors sur le côté justement explosivité, profil des joueurs qui pourraient être différents, c'est une possibilité. Après, mais il y a autant de pour que de contre. Je vois Daniil Medvedev, lui, il est favorable à ce que propose Djokovic. Et il explique, il dit, moi je joue mieux au meilleur des 3-7, quand les matchs sont courts, c'est mieux pour moi. Ce qui est paradoxal quand on regarde son meilleur Grand Chelem, qui est l'US Open 2019, où en finale, si c'est en 2-7 gagnants,
Nadal gagne son match sur un scénario qui était écrit hyper à l'avance et sans aucune surprise, on s'en rappelle pas. Et le fait que ça aille en 5-7, c'est devenu une finale dantesque. Après, au niveau de la durée aussi, il faut pas oublier que le repasser à 2-7, c'est pas non plus la panacée. Hein. Quand on a un match en 3-7 qui fait 2-2 et 2, ça peut aller très vite. Et quand on suit le tennis justement toute l'année, les matchs en 2-7, quand on a 3 tie-breaks qui se succèdent avec des matchs qui font 7-5, 5-7, 7-5, les journées sont longues aussi, quoi. Donc c'est pas non plus forcément la solution miracle. Hein. Non, mais l'ATP réfléchit dans son plan. Alors il y avait un chiffre effectivement qui corrobore ce que dit Arnaud sur pas la crise, mais quand même les soucis qui se posent sur le tennis. Le tennis est le 4e sport le plus populaire, derrière le foot, le basket et le cricket, avec 1 milliard de fans en gros, hein, mais il ne génère que 1,3% des revenus issus des droits télé. Donc c'est le 8e sport, donc il y a un décalage énorme donc, qui montre que là il y a effectivement un problème. Alors 5-7, pas 5-7, c'est pas le souci. Et qu'ils ont vu que maintenant la captation du public, et ça c'est intéressant, c'est à 55% autour des directs et 45% ce qui monte en flèche sur les highlights. Donc ça veut dire qu'il y a une recherche nouvelle de produits nouveaux qui est une autre manière d'aborder ce que disait Arnaud sur le fait de comment on diffuse, qu'est-ce qu'on offre au public et comment est-ce qu'on consomme. Mais bon, s'il faut des highlights, il faut des événements. Oui. C'est toujours pareil. Et plus les matchs dureront, plus il y aura de highlights. Ça c'est toujours pareil. Et pardon d'intervenir là-dessus, mais ça a été aussi évoqué, mais c'est pas uniquement ce qui se passe sur le court. Alors évidemment, il y a beaucoup d'évolutions, je pense, à faire sur le court. Il faut que, j'ai parlé d'interviews possibles de joueurs. Moi, je me souviens, on avait poussé à l'époque Eurosport, diffuseur de l'US Open. D'ailleurs, conjointement avec ESPN, pour avoir le droit de faire un test et d'interviewer un joueur sur le court après chaque set. Donc, ça a été une levée de bouclier. C'était pas possible. C'est ça le problème. Les joueurs étaient contre, Arnaud ? C'est toujours pareil, on va toujours expliquer. Le joueur, il a pas envie d'être emmerdé. Je comprends. Mais c'est pour ça que je dis, il faut pas opposer les diffuseurs avec ceux qui organisent les événements, parce que c'est ensemble qu'il faut essayer de trouver les solutions. C'est ça qui est important. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a tout ce qui se passe hors le court. On parlait des personnalités. Aujourd'hui, tout ce qui sort, je caricature un peu, je vous l'accorde, mais en dehors des réseaux sociaux de certains joueurs qui ont des personnalités fortes, tout ce qui sort de l'ATP et WTA, c'est quand même beaucoup de l'eau tiède. Sur les réseaux sociaux, c'est très formaté, c'est l'interview avec le backdrop derrière et les sponsors, il se passe rien, quoi. On est quand même dans un film où il se passe rien, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, et pour reprendre ma comparaison un peu pas terrible avec la fiction, on a besoin de bad boys, on a besoin de méchants, on a besoin. Mais il faut pas les créer. Je suis d'accord, il faut pas être artificiel là-dessus. Mais il faut laisser le produit vivre, il faut laisser les personnalités vivre. Et ça, il va falloir absolument le travailler, parce que je pense qu'il y a une épée de Damoclès sur la tête du tennis et qui va pas tarder à arriver. C'est qu'aujourd'hui, l'économie du tennis repose beaucoup sur des décideurs qui sont aujourd'hui les patrons d'entreprise, qui ont grandi et qui ont été jeunes dans les années 70-80. Donc il y a ce côté-là, on investit dans le tennis parce que c'est un sport qui est populaire, certes, mais enfin, quand on regarde les faits et les chiffres et les métriques, comme disent nos amis américains, c'est pas très très bon vu les plus jeunes. Qu'est-ce qui va se passer quand la nouvelle génération va arriver au pouvoir dans les boîtes qui aujourd'hui sponsorisent le tennis? Qu'est-ce qui va se passer? Et c'est en train d'ailleurs, il y a des tendances là-dessus. Est-ce qu'ils vont continuer à investir en tant que sponsor dans un sport qui, comme d'autres, mais plus que d'autres, est véritablement en décrochage par rapport aux plus jeunes générations? Et tu citais, Antoine, pardon, je suis un peu long, l'histoire des fans. Vas-y. Parce que derrière fan, enfin, il faut quand même se dire les choses, on met tout et n'importe quoi. Entre le fan, ce qu'on appelle le hardcore fan, le fan qui est vraiment là, qui regarde, et celui qui de temps en temps va regarder le tennis parce que c'est Wimbledon, parce que c'est Roland Garros, parce que c'est autre chose, effectivement, peut-être que là, j'ai entendu parler du tennis, peut-être qu'il y a 75% de gens qui se disent intéressés par le tennis parce qu'ils en ont entendu parler, mais la réalité, c'est que le profil moyen du tennis est très vieillissant. Et ça, je pense qu'il ne faut pas
on ne peut pas le remettre en cause, c'est une réalité à laquelle on est confronté. Oui, sur la création de personnages, non, on va sur la bonne voie, parce que les Twitch de Gaël Monfils sont des fameux moments de grande émotion. Djokovic, on peut pas dire, et s'il veut, alors il fait tout pour être à la fois, pour générer le plus grand nombre derrière lui, et c'est le plus grand bad boy finalement, avec ses émissions sur le bien-être, la bien-pensance, enfin voilà, tout ce qu'on a vu sur le pouvoir des... Le tennis est aussi un formidable miroir de l'époque, hein. Oui, non, mais donc on a ces personnages finalement, ça monte, ça vient, on y vient progressivement. Et puis alors, il y a eu par rapport à ce qu'il faudrait faire autour des matchs, il y a des choses à ne surtout pas faire ou qu'il faudra arrêter tout de suite. C'est l'interview d'avant-match, qui est l'exemple même des fausses bonnes idées. De l'interview qu'on fait avant que le joueur rentre sur le terrain, il est complètement tendu, il n'a effectivement rien à dire, il ne peut pas se prêter au jeu, et ça c'est dramatique. Alors les interviews au bout de chaque set, ça peut être sympa, mais dans le contexte d'un match serré, c'est à voir, enfin ça peut, attention à tout ce qu'on veut faire, parce que ça peut aller trop loin. Mais par exemple, si on parle de Nelson Montfort qui interviewe le joueur quand il sort du vestiaire, juste avant de rentrer sur le court, je suis d'accord que l'interview en soi, on n'apprend rien, mais en revanche, si ça donne la possibilité à celui qui regarde, le fait de voir ce joueur très tendu, je veux dire que ça raconte quand même quelque chose. Je pense que c'est plus fait pour ça que pour... J'attends pas la phrase forte, mais effectivement, oui. Tu vois, c'est... Oui, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans la cosmétique, là ? C'est un peu le problème du tennis qui a fait beaucoup de cosmétique. Je prends un parallèle avec le foot. Les interviews à la mi-temps, effectivement, il en ressort pas toujours des choses passionnantes, mais on peut voir une tension, on peut voir quand même à un moment donné une phrase ou un mot que va donner un entraîneur ou un joueur qui laisse penser que ça a été chaud dans le vestiaire. Donc ça participe à l'histoire qu'on est en train de regarder. Moi, je trouve que ça manque quand même dans le tennis. Il faut faire ça intelligemment. Peut-être qu'un joueur a le droit de refuser 1 à 2 fois par match d'être interviewé. Ça peut être uniquement à la fin des sets. Je sais pas. Tout ça se réfléchit. Mais je pense qu'il faut absolument mettre tout ça sur la table. Ouais, sans aller forcément jusqu'à interviewer le joueur, parce que c'est quand même hyper intrusif. On sait que le joueur essaie de créer une bulle autour de lui pendant un match. Mais on avait Brad Gilbert et je crois Patrick Mouratoglou aussi était sur la même ligne qui disait pourquoi pas autoriser le coaching en match, et on entend ce que le coach va dire aux joueurs. Ça permet aussi de rentrer aux fans, aux téléspectateurs, de rentrer un petit peu dans le mécanisme du match. La WTA le fait, et on a quand même souvent des échanges assez intéressants. Je pense que le tennis a beaucoup trop suivi à une époque les modèles F1 ou même CIO, c'est-à-dire un athlète soit bon et tais-toi, où rien ne doit dépasser. On a vu que la stratégie de la F1 a complètement évolué ces dernières années en ouvrant les portes à ce fameux documentaire Drive to Survive sur Netflix qui a cartonné. Je trouve que le tennis, moi je pense qu'il y a eu ce qui s'est passé avec Osaka à l'US Open, c'est quand même très intéressant. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ce qu'attendent aussi les plus jeunes générations, et pas qu'elles d'ailleurs, c'est des acteurs du sport qui expriment leur personnalité, qui expriment leurs opinions. Alors, ils peuvent en avoir, pas en avoir, on peut être d'accord, pas d'accord, mais en fait, on a besoin de vie. Et quand je vois là que du coup, même le CIO va peut-être autoriser les athlètes à exprimer une opinion, je sais pas si se mettre à genoux ou autre. Aujourd'hui, on a besoin d'un sport qui est connecté à la société dans laquelle il vit et qui vibre en harmonie avec elle, y compris dans ses difficultés, dans ses transformations, dans ses douleurs. Et c'est ça que le tennis, je pense, doit beaucoup travailler aussi. C'est arrêter de vouloir tout maîtriser, tout contrôler, tout cadrer, tout lisser. C'est la mort, ça. Ouais. Et ça va bien au-delà des histoires des 2-7, 5-7. C'est toute une philosophie presque peut-être je vais un peu loin, mais vous comprenez ce que vous comprenez. Je vois très bien. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Arnaud, justement, à ceci près qu'il faudrait aussi que le fan se pose quand même la question de savoir ce qu'il veut vraiment. Parce que, alors, d'un côté, ça râle, parce que le fan est un râleur par nature. D'un côté, ça râle, parce que ça manque de personnalité, c'est un peu trop aseptisé. Puis dès que Benoît Paire jette une raquette par terre, ça siffle, il y a des commentaires partout sur les réseaux sociaux. Dès que Corentin Moutet s'énerve, sûrement parfois un petit peu trop, c'est pareil, il se fait lyncher. Donc,
Alors, on veut des personnalités, mais en même temps, il ne faut pas non plus que ça bouge trop. Est-ce que le problème, il est là aussi, c'est que le fan de tennis, finalement, il ne sait pas trop ce qu'il veut, quoi. Ben ça, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que le fan de tennis vieillit, il est plus dans la norme, il est plus conservateur. Donc, du coup, c'est tout le problème. Vous l'aurez compris, ce débat sur les 5-7 en amène d'autres, un peu sur la liberté, ça devient quasi philosophique, tu as raison Arnaud. En tout cas, je pense qu'on a apporté quelques réponses et quelques pistes. Merci beaucoup Arnaud Simon d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, c'était un plaisir de participer à cette discussion et qui, j'espère, en amènera d'autres parce que le sujet est loin d'être clos. Ça c'est sûr, à très bientôt. Merci Bertrand Lagacherie, merci Franck Ramella, merci. On vous lit toute l'année dans l'équipe avec grand plaisir. Et puis merci à vous de nous avoir suivis, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et puis on se retrouve l'année prochaine pour un nouveau numéro de Air Open. Salut!